interpellation du gouvernement sur l'excédent des revenus pétroliers. Au moment où le conflit au Moyen-Orient, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, dope le prix du pétrole, il est surprenant que le gouvernement d'un pays, troisième producteur de pétrole dans le golfe de Guinée, n'en dise mot. Il a le devoir impérieux d'informer le peuple sur l'état des recettes pétrolières et de leur affectation en cette période de baisse du pouvoir d'achat des populations. Cette situation montre les limites des contrats de préfinancement de notre développement par les traders pétroliers comme Trafigura et Glencore. Cette gestion de la production pétrolière organise et encourage l'opacité des revenus du pétrole. Cette politique de préfinancement est un levier de la prédation économique au détriment de la redistribution dont les Congolais appellent de tous leurs vœux. Compte rendu de la 29e réunion hebdomadaire du Conseil des présidents du Rassemblement des forces du changement RFC. Le Conseil des présidents et le secrétariat général du Rassemblement des forces du changement se sont retrouvés en visioconférence le dimanche 10 mai 2026 de 16h à 19h pour la 29e réunion hebdomadaire élargie. Comme à l'accoutumée, la réunion était présidée par M. Clément Mirassa, président, le docteur Martial Guitoukoulou, premier vice-président, M. Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deuxième vice-président, aux côtés desquels siégeaient activement les membres du comité permanent que sont M. Christian C. Rodrigue Mayanda, président en charge de l'organisation, de la mobilisation et de la jeunesse, M. Jean-Pierre Agnan-Goy, président en charge des relations avec les partis politiques, la société civile et les confessions religieuses. Le secrétariat général, par les soins de M. Timoléon Kedi, a présenté l'ordre du jour, dont la charpente est faite de 2 points essentiels, à savoir: Grand 1, la vie interne au Rassemblement des forces du changement. Petit 1, bilan de l'interaction entre le RFC et le peuple. Grand 2, la vie sociopolitique nationale. Petit 1, de l'installation du gouvernement. Petit 1, analyse des passations de services. Petit 2, critique portant sur le premier conseil des ministres du 6 mai 2026. Petit 3, interpellation du gouvernement sur l'excédent des revenus pétroliers. À l'entame de la réunion, le président du Rassemblement des forces du changement, M. Clément Mirassa, a une fois de plus remercié le peuple congolais qui a massivement et positivement répondu à son appel à l'abstention pendant l'élection présidentielle du 15 mars 2026. Selon le président du RFC, ce comportement stoïque du peuple congolais augure de son ancrage définitif dans la dynamique de l'alternance politique impulsée par le Rassemblement des forces de changement. Une dynamique que les forces rétrogrades et prédatrices du Parti congolais du travail, parti État, sous la houlette de M. Denis Sassou Nguesso, ne peuvent endiguer. Pour le président, le RFC se doit d'amplifier ce lien avec le peuple congolais pour bâtir en communion avec lui l'alternance politique dans le pays. Grand 1, de la vie interne du Rassemblement des forces du changement. Petit 1, du bilan de l'interaction entre le RFC et le peuple congolais. Depuis sa création, le Rassemblement des forces du changement, malgré les obstacles jalonnant son parcours, en sa qualité de véritable opposition, met un point d'honneur à incarner les aspirations populaires. Ainsi, à maintes occasions, le RFC a communiqué avec le peuple
sur la situation socio-économique et politique du pays, puis sur les dérives de l'État néopatrimonial au Congo, incarné par M. Denis Sassou Nguesso. Pour ne point déroger à la règle, le RFC a donné une interview à la chaîne R7 le 27 avril 2026, sous le feu des questions du journaliste Christian Perrin. Ensuite, le RFC a tenu une conférence de presse le samedi 2 mai 2026 à Brazzaville avec la participation par visioconférence de son premier vice-président, le docteur Marcel Guitokoulou. Ces moments de communion, d'information et d'échange avec le peuple étaient pour le Rassemblement des forces du changement l'occasion de clamer haut et fort son attachement au changement. Les résultats de l'élection présidentielle du 15 mars 2026 étaient connus d'avance. Pour cette motivation, mettant en lumière la relation pathologique au pouvoir du PCT Parti État et de son président, M. Denis Sassou Nguesso, le RFC n'a daigné présenter de candidat. Dans ces conditions, le RFC ne concède au président Denis Sassou Nguesso qu'un statut de président de fait, en l'absence de conditions permissives sacrant une élection libre et transparente, c'est-à-dire légale. Le nouveau pouvoir, issu de l'élection du 15 mars 2026, est donc illégitime dans sa mandature 2026-2031. Selon le premier vice-président du RFC, le docteur Marcel Guitokoulou, cette mandature ne sera pas une promenade de santé pour le président Denis Sassou Nguesso. Il doit compter avec la détermination du RFC à faire entendre dans le pays profond et à l'international les vœux irrésistibles et inextinguibles du peuple congolais pour le changement et la rupture. Ce n'est point au peuple meurtri, privé de droits et de liberté, d'avoir peur. Son devoir est d'inverser l'échelle de la peur. Ce n'est pas non plus au peuple meurtri, privé de droits et de liberté, d'avoir honte. Son devoir est d'inverser l'échelle de la honte. Les prédateurs du peuple et les petits caïds de la République ont désormais pour seule et unique vocation de disparaître dans la poubelle de l'histoire en ayant préalablement assumé devant le peuple et à sa demande les actes posés tout au long des responsabilités occupées à l'opposé du bouclier constitutionnel en son article 96. Aucune poursuite pour des faits qualifiés de crimes ou délits ou pour manquement grave à ses devoirs commis à l'occasion de l'exercice de sa fonction ne peut plus être exercée contre le président de la République après la cessation de ses fonctions. Le RFC s'engage fermement à construire les étapes de l'alternance pour le changement et la rupture, main dans la main avec les forces vives congolaises. Sans autorisation ou avec, le Rassemblement des forces du changement battra le pavé, portant au firmament de la lutte du peuple pour une meilleure vie, contrastant à celle chimérique proposée par le PCT Parti État depuis au moins 58 ans. Grand 2 de la vie sociopolitique nationale. Petit 1 de l'installation du gouvernement. Petit 1 de l'analyse des passations de service. Avec l'affligeante cérémonie d'investiture du président de la République le 16 avril 2026 pour son troisième mandat. Le président de la République et les membres du gouvernement, pour ne rien changer au petit mensonge au peuple, ont commencé la nouvelle mandature 2026-2031 sous le sceau de la non-conformité à la loi. Les sortants
comme les nouveaux appelés au sommet de l'administration politique du pays, n'ont daigné déclarer leur patrimoine conformément aux articles 50. Tout citoyen a le devoir de se conformer à la Constitution, aux lois et règlements de la République et de s'acquitter de ses obligations envers l'État et la société. Article 55. Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction est tenu de déclarer son patrimoine lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci, conformément à la loi. Au nom du peuple, le RFC fait de ces dispositions constitutionnelles une exigence que les petits mensonges du président et des ministres ne sauraient contourner impunément. La mémoire du peuple est infaillible. Dans la peur, le peuple feint d'obéir, mais son glaive est sans pitié et frappe aux aurores de la liberté retrouvée. Le RFC a suivi avec une attention particulière l'installation du nouveau gouvernement au travers des déclarations des heureux nominés au championnat national de la perversion et de la prédation. L'entrée en fonction fracassante du nouveau ministre de l'Intérieur, M. Olesongo Ondai, attire l'attention. Le peuple congolais, dans sa grande mansuétude, le jugera par les actes qui seront posés dans l'éradication de la vermine qui a fait de la délivrance des documents administratifs, passeport, carte d'identité et autres, une source de profit et d'enrichissement illicite. Par ailleurs, le RFC attend du nouveau ministre des actes apaisants pour le climat politique dans le pays. Si son prédécesseur a posé un bâillon à l'opposition, l'empêchant de jouer son rôle de contre-pouvoir, le RFC attend de M. Olesongo une gestion fondée sur le dialogue démocratique et le respect mutuel entre le pouvoir et l'opposition, idéalement deux mamelles nourricières du débat d'idées dans le pays au service du développement. Il doit apporter des réponses claires aux demandes de l'opposition pour une détertion efficiente de la loi sur les partis politiques devenue obsolète et pour une révision du découpage administratif au couteau de la fraude, favorisant les départements les moins peuplés. De nombreux exemples en attestent dans Brazzaville. Wenzé, 4 circonscriptions pour 183 809 habitants. VS Filou, 2 circonscriptions pour 387 848 habitants. Poto-Poto, 3 circonscriptions pour 84 299 habitants. VS Madibou, une circonscription pour 272 852 habitants. Les intimidations des acteurs politiques, les obstructions aux réunions publiques et meetings de l'opposition doivent relever d'une ère à jamais révolue. Si M. Olesongo Ondai est allergique aux antivaleurs, tout comme le peuple, il doit admettre que le pays est majoritairement allergique à toute politique sécuritaire incarnée par lui. Son attitude en direction de l'opposition en 2015 à Pointe-Noire en fait foi. Il doit garantir aux Congolaises et Congolais les libertés et veiller aux devoirs constitutionnels des citoyens dans le strict respect de la loi. Petit 1, 2. Des critiques portant sur le premier Conseil des ministres. Le premier Conseil des ministres de la mandature s'est tenu le 6 mai 2026 sous la présidence de M. Denis Sassou Nguesso. Pour le RFC, le président de la République, dans son discours de circonstance, s'est enfermé dans une autosatisfaction schizophrénique que le peuple ayant fait sa part, en lui accordant sa confiance, il convenait
à présent que le président de la République et son gouvernement fassent également leur part, c'est-à-dire rendent effective la mise en œuvre du projet de société ainsi sanctifié. Dans les faits, le peuple, en s'abstenant massivement au scrutin du 15 mars 2026, a exprimé à M. Denis Sassou Nguesso sa volonté inébranlable pour le changement de gouvernance, la sienne étant indéléblement souillée d'inefficacité depuis au moins 42 ans cumulés. Impunité, corruption, fausses factures et conflits d'intérêts sont le mortier de l'empire congolais de la dette avec tous les corollaires. Évalué à 8 943,97 milliards de francs CFA fin 2025, la dette étrangle le pays avec une pénurie de liquidités. Elle se traduit par une crise sociale abyssale, les salaires, les pensions et les bourses impayées, l'effondrement de l'éducation nationale et du système de santé publique, le manque d'eau potable et d'électricité, le mauvais état des infrastructures routières et ferroviaires. La dette s'est accompagnée d'un recul profond des mentalités du peuple dans tous les domaines, et particulièrement dans le domaine financier, faisant d'un peuple d'épargnants un peuple d'emprunteurs frénétiques. Individuellement, les Congolais vivent à crédit, empruntant sans cesse pour rembourser leurs anciens prêts. Le gouvernement, lui, finance son déficit par des emprunts extérieurs qu'il peine à rembourser, négociant en permanence avec le FMI, donc encore de la dette sans fin. À la lumière de l'architecture congolaise de la crise multidimensionnelle, le RFC déplore que le premier conseil des ministres de la mandature n'ait pu fixer le peuple sur les urgences du moment et indiquer le cap d'un plan gouvernemental des 100 jours pour répondre aux préoccupations pressantes des populations. Cette omission n'en est pas une, mais elle symbolise simplement le cul-de-sac de la malgouvernance. A contrario, le RFC se dit prêt à relever, grand temps, le défi de la conquête pacifique et démocratique du pouvoir. Il est impératif de rassembler toutes les forces acquises au changement pour des actions unitaires sur le terrain, en usant des artifices constitutionnels à disposition et en mobilisant les Congolaises et Congolais dans cette lutte contre l'incurie gouvernementale, y compris en recourant à la désobéissance civile dans le cas d'un pouvoir obtus et indifférent aux revendications sociales, politiques et économiques dans le pays. Grand 2. Le défi d'un pouvoir alternatif. La crise est une opportunité pour sortir définitivement de l'économie de rente en diversifiant nos partenaires et notre base économique. Il est temps de convoquer un forum économique associant tous les experts des filières économiques, managériales, administratives, financières et sociales à la recherche de solutions innovantes pour sauver le pays et conduire les populations vers le bien-être. La dette n'est pas mauvaise en soi. Elle est parfois salutaire, pourvu qu'elle serve à relever les priorités des forces productives, améliorer la productivité du travail et consolider notre appareil de production. On peut penser à l'effet de levier positif quand la dette engendre un cercle vertueux en matière de développement. Le pays est appelé à effectuer des choix comptables de court terme. Il vise l'assainissement des finances publiques. Dans les moyens et long termes, travailler à la rentabilité économique et sociale de la patrie. La rentabilité économique et sociale recommande que la puissance publique mette en place des politiques qui favorisent la baisse du chômage, l'équilibre ou l'excédent de la balance commerciale
et la revitalisation de notre secteur productif. Nous disons qu'il faut des dispositions de court terme qui relèvent de la gestion comptable et les mesures structurelles de long terme. Parmi les mesures de court terme, on peut envisager de petit 1, réduire le train de vie de l'État en baissant drastiquement les revenus des gouvernants, des hauts fonctionnaires et autres inféodés de la minorité privilégiée, sinon recourir à la pression fiscale pour tous les revenus excessifs. Petit 2, mettre fin à l'inflation institutionnelle, qui est un gouffre pour les finances publiques, au moins pour les dépenses de fonctionnement. Petit 3, baisser les dépenses d'armement, permettant de soulager les finances publiques et geler les recrutements dans la force publique pour 2 ans au minimum. 4, geler le point d'indice des fonctionnaires au niveau actuel, sans baisser le pouvoir d'achat de ceux-ci, en baissant la TVA sur les produits de première nécessité, électricité, eau et gaz, etc. 5, augmenter de 5 points le produit intérieur brut des tarifs de la téléphonie et des boissons alcoolisées. 6, moraliser les agents de la régie financière et garantir l'encaissement des entrées fiscales en appliquant rigoureusement les règles de finances publiques, multiplier les contrôles et sanctionner sévèrement tout gestionnaire de fait. 7, réduire les importations de tous les biens et services que nous pouvons produire sur place, notamment des denrées alimentaires. Le pays doit promouvoir le patriotisme pragmatique fondé sur l'état de droit au travers des institutions solides, la performance des services publics et la lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption à tous les niveaux de l'administration d'État, aujourd'hui banalisée. La corruption est un cancer qui ronge les fonctionnaires, les commerçants et la classe politique. Bref, la société congolaise. Elle ne doit plus être tolérée, mais plutôt combattue avec fermeté et exigence. 1.3. Interpellation du gouvernement sur l'excédent des revenus pétroliers. Au moment où le conflit au Moyen-Orient, avec la fermeture du détroit d'Ormuz, dope le prix du pétrole, il est surprenant que le gouvernement d'un pays, troisième producteur de pétrole dans le golfe de Guinée, n'en dise mot. Il a le devoir impérieux d'informer le peuple sur l'état des recettes pétrolières et de leur affectation en cette période de baisse du pouvoir d'achat des populations. Cette situation montre les limites des contrats de préfinancement de notre développement par les traders pétroliers comme Trafigura et Glencore. Cette gestion de la production pétrolière organise et encourage l'opacité des revenus du pétrole. Cette politique de préfinancement est un levier de la prédation économique au détriment de la redistribution dont les Congolais appellent de tous leurs vœux. Le RFC, voix autorisée du peuple, interpelle vertement le gouvernement de faire la lumière sur tous les contrats de préfinancement en cours et arrivés à maturité. La 29e réunion du Conseil des présidents, élargie au secrétariat général du RFC, a pris fin sous une note optimiste, tant chacun des participants prône un engagement sans faille dans la dynamique du changement et de la rupture. Le Conseil des présidents lance à nouveau au peuple et à toutes les forces acquises au changement, la FOC, l'ARD et autres, un appel pressant à une mobilisation unitaire pour construire et assumer ensemble et au plus vite l'alternance politique dans le pays.
Le combat continue et la victoire est plus que certaine. Faite à Brazzaville le 10 mai 2026 pour le Rassemblement des forces du changement, son premier vice-président en charge de la prospective, de la communication et porte-parole, le docteur Marcel Guitokoulou.